Mesdames et messieurs, pour mieux parler des principaux axes économiques discutés au forum de Davos, on a le plaisir d'accueillir dans le studio notre invité, Dr Amira Hussein, qui est experte en développement durable. Bonjour. Bonjour. Alors, quels sont ces principaux axes économiques qui ont été discutés à Davos? D'abord, c'est la coopération. Dans un contexte qui est taxé par les conflits et les oppositions. Et comment raffermir cette coopération pour assurer le bien-être humain, surtout en termes de sécurité alimentaire, qui est la plus menacée dans un contexte de conflit. Et c'est un. Deuxièmement, c'est la transformation numérique et comment bénéficier de l'intelligence artificielle sur le plan économique, social, agricole et autres, parce que maintenant on ne peut pas s'en passer de la technologie dans tous les aspects de notre vie. Et certainement à effleurer également l'aspect sécuritaire et l'intégration de la technologie dans l'aspect sécuritaire et la coopération sécuritaire, certes entre autres, mais principalement c'est comment raffermir la coopération surtout en termes économiques, parce que l'économie ne peut pas être séparée de la société et ses aspects. Oui, bien sûr. Selon des sondages menés par le Forum, le choc géoéconomique entre les grandes puissances est considéré comme le risque le plus important pour les prochaines années. Qu'est-ce que ça veut dire, ce choc géoéconomique? Et comment ce choc-là peut-il avoir des recours sur l'Égypte? Oui, maintenant, avec les récentes découvertes des minerais et leur importance dans l'industrie technologique, à savoir les micropuces et tous les composantes de l'ordinateur surtout et les cellulaires, justement, ces minerais rares-là se trouvent pour la plupart en Afrique où, avec la fonte des glaciers, il s'est révélé que ces minerais se trouvent surtout dans les pays du Nord, à savoir le Greenland, l'Alaska et maintenant les grandes puissances, à savoir la Chine, cherchent à s'emparer, à avoir la main, une mise d'une manière ou d'une autre sur ces ressources. Alors, la découverte de ces minerais et leur importance a déclenché une course pour s'emparer parce que celui qui va le détenir va avoir une main haute sur l'économie et du coup sur le monde. Voyez. Et c'est pourquoi, alors la Chine, d'une part, je vais vous donner un exemple. La Chine a fait un tour de main forte contre le Japon, en lui rétrécissant, mettant des restrictions sur les exportations des minerais au Japon. Et savez-vous certainement que le Japon est un top dans l'industrie technologique. Et également, et ces composantes entrent dans l'industrie militaire. Alors, vu la position du Japon par rapport au Taïwan, et qu'elle n'est pas pour l'annexion du Taïwan par la Chine, alors le Japon a été sanctionné par la Chine de trouver victime à une telle restriction. C'est pourquoi le Japon a fait des prospections dans une île qui se trouve dans ses eaux territoriales. C'est vrai qu'il y a en effet à la troisième place de cette réserve de minerais dans cette île, mais pour y arriver, ça va coûter cher parce que ça va leur coûter très cher parce que c'est très difficile d'y avoir accès. C'est en bref, qu'est-ce que c'est que la géoéconomie? Que la géographie affecte l'économie et parce que l'économie est surtout maintenant des troubles politiques. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. D'accord. Et vous avez parlé de la sécurité alimentaire. Oui. Comment peut-on résoudre le problème de la sécurité alimentaire? La sécurité alimentaire peut être résolue par deux moyens. D'abord, par la coopération internationale, c'est un. Deuxièmement, en essayant de rationaliser notre consommation.
Ouais. Et en déterminant les besoins en termes de les vrais besoins, ce qui est peut-être réalisable par la technologie, on peut déterminer et en fonction de cette détermination, on peut cultiver, on peut rationaliser, on peut même économiser la goutte d'eau, parce que la goutte d'eau maintenant compte, vous voyez. Et ceci peut-être et ceci est réalisable par les moyens de technologie d'irrigation moderne qui est contrôlé par des simples par des simples programming ou des logiciels qui peuvent contrôler les réseaux d'irrigation. Ainsi, nous pouvons maximiser la production par unité. Dans son discours à Davos, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné la nécessité de renforcer l'intégration et la coopération entre les nations, de donner la priorité à l'éradication de la pauvreté et de la faim, et de parvenir à une prospérité partagée par tous les peuples du monde. Quand est-ce qu'on va arriver à cette prospérité partagée par tous les peuples du monde? En effet, c'est un... comment pourrais-je dire, on ne peut pas déterminer une date à laquelle, une date, même au niveau des ODD des Nations Unies qui est prévu à cet effet. Je ne cherche pas une date, je cherche un comportement international. Oui, quand est-ce que lorsque les nations qui contrôlent la faim et qui l'utilisent comme arme, voilà, vont goûter. Vont sentir qu'est-ce que c'est que la faim, qu'est-ce que c'est que les maladies qui peuvent être propagées à cause des décès causés par la faim, comme il était le cas au Yémen récemment. Et lorsqu'on cesse de jeter l'excédent à l'Atlantique, au lieu de le destiner à la population qui en a le plus besoin et qui peut être à nos portes, peut-être au sud, peut-être dans un continent proche, vous voyez. Lorsqu'on va cesser de gaspiller nos ressources, parce qu'à un moment donné, les vaisseaux étaient chargés et cèdent bien volontiers leur cargaison en plein Atlantique. Vous voyez. Oui. Alors ça nous mène à la coopération. Oui. À l'importance de la coopération. Mais quand est-ce que le mot coopération va être bien entendu lorsqu'il s'agit de deux poids égaux. Vous voyez, lorsque l'autre partie va chercher une solution gagnant-gagnant, et ça veut dire que il y a une proportionnalité, un certain rapport entre les deux parties qui coopèrent. Et on ne va pas la dénommer coopération au lieu que c'est une partie qui profite au détriment de l'autre. Alors, tout ce qu'on a dit maintenant signifie qu'on a besoin d'une coexistence entre tous les pays du monde. Oui, c'est vrai, la coexistence, mais la coexistence qui va entendre raison à la justice, à la parité. Au respect de l'autre. Et pas la notion de supériorité et de chercher de profiter. La coopération en termes que je vais avoir quelque chose en échange d'une autre. Et l'autre partie va avoir la même chose. Oui, la notion du gagnant-gagnant. Oui, c'est vrai. Quelle est l'importance de ce forum, le forum de Davos, pour la transformation économique et le progrès économique des pays en développement? En effet, le forum de Davos a une importance particulière parce qu'il peut surmonter la complexité de la communication officielle. Vous voyez, l'échange, la discussion peut aider à avoir un terrain d'entente qui peut faciliter la complexité qui peut être rencontrée ou peut entraver la coopération sur le niveau officiel. C'est la majeure importance, ou c'est la principale importance de Davos. C'est pourquoi le président congolais a été l'invité d'honneur de cette édition, ce qui reflète l'importance, c'est que a souligné que le Congo vit un contexte difficile, mais après avoir maintenu un petit peu ou a fait faire entendre que le Congo est prêt pour le développement. Maintenant, c'est ce que je veux dire, il est prêt. Et maintenant, ce qui fait entendre
il faut que les investisseurs aient confiance au Congo pour profiter et de ne pas laisser les biens du Congo justement se dissiper et se gaspiller comme ça. Vous voyez, c'est l'importance de Davos, c'est que vous voyez, le président congolais est là-bas et le Congo est riche, est tellement riche. Alors c'est une occasion pour ouvrir des perspectives de coopération sans limite. Oui. Et le forum de Davos, il a joué ou il a plusieurs rôles dans la réalisation du développement durable dans les pays en développement. Quel est ce rôle? Oui, je vais vous donner 3 exemples, ou 2 exemples si je me souviens bien. C'est que lors de la Covid, il a initié, le forum de Davos, une production de vaccins pour les pays en développement. C'est un, de 2. Récemment, il a initié une initiative, parce que Davos, c'est vrai, ça se tient une semaine par année, mais il siège. Oui. Il a un siège principal là où il y a 8000 employés ou faisant des initiatives partout au monde, parmi lesquelles l'initiative de la vaccination lors de la Covid. Et également, il y a une autre initiative pour introduire l'intelligence artificielle et l'éducation des pays en développement. Et a tenu également comme des ateliers de formation pour les enfants, les initiant à une pédagogie ou une éducation créative, innovatrice. C'est parmi les 3 initiatives, entre autres, les initiatives qu'il a élaborées pour l'aide des pays en développement. Le secteur privé doit avoir aussi un rôle dans la promotion du développement économique dans les pays en développement. Quel serait ce rôle? C'est la création d'abord, c'est la création des opportunités de travail, parce que franchement parlant, le secteur privé a plus de flexibilité, a plus de liberté à l'action plus que le secteur public. Alors il peut créer avec des champs et des horizons ouverts pour mettre, surtout en termes d'entrepreneuriat et des petits des start-up, surtout en technologie. Alors ça peut créer des opportunités de travail, ça peut et a également un rôle à jouer dans la responsabilité communautaire. Les sociétés privées ont une responsabilité à assumer envers la société là où le secteur opère, alors avec plus de flexibilité, avec une rémunération bien plus lucrative, et également en termes d'imposition qu'ils payent de coûts à l'État. Alors l'opération du secteur privé est bien, si vous voulez, elle est plus agile. Elle a un effet plus touché ou plus senti au niveau de la société. Et d'après vous, quels sont les principaux défis économiques auxquels les pays en développement sont confrontés dans le contexte des changements mondiaux et géopolitiques de nos jours? D'abord, c'est l'environnement législatif. L'environnement législatif, le contexte législatif que l'État peut favoriser pour attirer les investisseurs. Quelles garanties les investisseurs peuvent avoir pour voir leur investissement et leur argent injecté, bien protégé, et qu'ils ne vont pas trouver du jour au lendemain, ceci se dissipe en l'air. Et deuxièmement, les facilités et les garanties, savoir les délais de grâce, les périodes de grâce à offrir, les facilités, et de ne pas être fatigué par l'imposition et la fiscalité d'abord, et l'acquisition des terrains. Et ceci a été favorisé en Égypte par l'autorité de l'investissement, qui maintenant accorde comme un permis d'or pour les investisseurs, et qui ne coûte rien. Et justement, l'investisseur ne doit rien payer pour avoir ce permis d'or, pour avoir accès, les guichets, la facilité de leur éviter tant de bureaucratie, de papier. À un moment, la transformation numérique a joué un rôle à cet égard, de ne pas passer par un tas de papier comme ça pour commencer à opérer. C'est comme ça. Et dans les autres pays en développement comme
par exemple, en Afrique? Est-ce que parmi ces défis, on peut dire la sécurité? Certes, d'abord il faut établir la paix, et c'est ce que le Congo a... J'aimerais donner l'exemple du Congo et du Sénégal. Le Sénégal, du coup, de la démocratie qui a été entendu. Le Sénégal a produit le premier cellulaire total à 100% de fabrication sénégalaise. C'est à saluer. Deuxièmement, le Congo, en essayant d'établir et d'imposer la paix et de faire entendre la raison, que ce soit dans les instances internationales ou autres, et pour essayer de contrôler le pays. Une fois que l'État a fait entendre sa voix, les investisseurs ne vont pas craindre qu'on va leur voler leur équipement, les installations, ou d'être victimes de n'importe quelle attaque. Ou que leur projet soit bombardé. Soit bombardé, c'est vrai. Dans son discours, le président de Fattah el-Sisi a essayé de trouver des solutions à ces défis économiques. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit c'est la complémentarité. La solution, l'exutoire, c'est la complémentarité. Il faut, parce que aucun pays ne peut pas, on peut pas vivre dans des îlots isolés comme ça, non. Il faut coopérer, il faut chercher, parce que ce que je produis le blé par exemple, quelqu'un d'autre produit un autre élément ou un autre intrant qui est nécessaire, peut-être les engrais. Alors, il faut chercher la complémentarité et l'intégralité entre les pays. C'est la seule solution pour qui garantit à la fois la coexistence et du coup la paix. Vous voyez? C'est parmi et de chercher une solution stratégique holistique, si vous voulez, ou complémentaire, qui comprend l'ensemble des aspects, ce qui est facile à être abordé de nos jours, parce que tout est maintenant évident. Vous voyez, on ne peut rien cacher. C'est ce que le président a bien souligné. Mais on a beau dire qu'on a besoin de complémentarité, de coopération, de coexistence pour arriver à la paix et pour éradiquer ces défis économiques. Mais pas tout le monde a les mêmes idées de coopération et de complémentarité. C'est vrai, parce que comment pourrais-je dire, c'est que les gens, d'après leur compréhension ou leur, j'aimerais pas dire philosophie, mais chacun a une manière de penser. Certains n'entendent rien à la voie de l'équité, la justice et la parité. Ils n'entendent que la voie de la supériorité et le contrôle pour faire imposer et ils cherchent l'hégémonie. Leurs intérêts aussi. Et l'hégémonie pour garantir une puissance ou une durée de puissance prolongée. Mais en effet, si on lit bien l'histoire, ce n'est pas le cas. Ceux qui cherchent la suprématie, l'hégémonie totale ne vont pas durer, justement, ça ne dure pas. Même si quelques années dans l'histoire, c'est rien. En fin de compte, ça sera la déchéance. Parce que si on contemple l'univers, rien ne peut réprimer le tout pour survivre à lui seul. En fin de compte, il ne va pas trouver les moyens pour survivre s'il va éradiquer les autres. Alors, quelle est l'importance de l'intégration économique entre les pays arabes pour promouvoir le développement économique? L'union fait la force. L'union fait la force. C'est l'adage ancestral qu'on ne cesse de répéter, mais que peu l'entendent et que peu l'exécutent, le mettent en place. Notre monde arabe est unique dans le monde entier, en effet. Parce qu'ils ont la même culture, la même langue, une population forte. Nous n'avons pas de raison pour la divergence. Nous avons plus des atouts de convergence et d'union. Voyez, et c'est ce qu'il faut comprendre. Eux, ils ont l'énergie, nous avons et également ils détiennent la technologie, nous avons les cerveaux, les esprits bien éclairés. Est-ce qu'on a besoin d'une union comme l'Union européenne, que ce soit l'Union arabe par exemple? Nous avons la Ligue arabe qui doit être
nous avons la Ligue arabe qui peut avoir peut-être restructuré, qui est la plus, qui a besoin d'être restructuré, d'avoir un nouvel élan. La Ligue arabe a besoin d'un nouvel élan. Parce qu'on a besoin d'un élan économique maintenant. L'élan économique est là, mais nous avons besoin que les pays essayent de coopérer entre eux au lieu de coopérer avec les autres. Et une monnaie unique peut-être? C'est comme l'euro? Oui, mais vous voyez, même l'euro arabe, j'aimerais rappeler que la Grande-Bretagne n'a pas adopté l'euro, mais le fait d'avoir l'euro également n'a pas aidé. N'a pas aidé. Vous voyez, même en Afrique, maintenant, nous essayons d'avoir une plateforme panafricaine pour faciliter les échanges et de ne pas recourir au dollar comme une monnaie tierce. Oui. Pour les échanges commerciaux et d'abolir via les ELCAF les barrières frontalières et les barrières douanières. C'est ce que nous pouvons faire ici pour les pays arabes, mais pour essayer d'abolir, parce que en effet c'est un pas pour y arriver, mais d'abord parce qu'il faut se rappeler que après la période post-coloniale a fait augmenter l'élan national. Oui. Vous voyez, chaque pays tient fort à son identité nationale et la monnaie fait partie de l'identité nationale d'un pays. Oui. Vous voyez, et parce que chaque pays a un cours d'échange différent quant au dollar et ce qui reflète c'est la force de son économie. Alors c'est un chemin à parcourir, mais ça sera une étape, un point à considérer, mais ça sera un long chemin un petit peu, vu l'idée post-coloniale. C'est vrai que le post-colonial ça fait 70 années, mais c'est le cas. C'est le cas. Alors, merci beaucoup à notre invité, Dr Amira Hussein. Je répète que vous êtes experte en développement durable. Nous avons parlé du forum de Davos et des défis économiques dans le monde entier. Merci, mesdames et messieurs, pour votre attention et à la prochaine.